curiosité est un vilain défaut. Le destin d'un chasseur de trésors se joue entre gloire et désastre. RTL. Sa renommée lui a permis d'obtenir la confiance des financiers prêts à louer un bateau, sans autre garantie que son expérience et son savoir. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Épave de galion du roi d'Espagne, vaisseau de l'invincible Armada, navire de la Compagnie des Indes. Toute sa vie, notre invité a parcouru les mers du globe à la recherche d'épaves et de trésors fantastiques. Entre gloire et désastre, peut-être, on va lui poser la question. Bonsoir Robert Sénuy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archéologue sous-marin, ça veut dire que vous avez combiné plusieurs passions ? Oui, ne me demandez pas comment c'est venu parce que je n'en sais rien. C'est peut-être une coïncidence, mais alors il faudrait que je croie au hasard et ce n'est pas le cas. Donc ce qui s'est passé, c'est que d'une part, comme tous les jeunes gens, parce que j'ai été jeune moi aussi, j'avais besoin d'aventure, ça c'est une chose. Et pour satisfaire ce besoin, à l'époque, un petit Belge comme moi, il avait la spéléologie et vraiment c'était à peu près tout. Et qui dit spéléologie en Belgique disait plongée. Parce que les petites cavernes que nous avons étaient archi-connues, donc il fallait plonger dans des siphons, des rivières souterraines. Donc, premier facteur, la plongée. Deuxième facteur, j'étais à l'université et on me servait des doses massives d'histoire. Depuis la préhistoire jusqu'à l'histoire contemporaine, histoire politique, histoire des relations culturelles entre l'Orient, l'Occident, etc. Bref, c'était en fait la seule chose qui m'intéressait vraiment dans des études que j'avais choisies parce qu'elles me semblaient ne mener à rien, donc ne me fermer aucune porte. Donc l'eau, l'histoire, et il y a une troisième donnée pour devenir archéologue sous-marin, Robert Sénuy. L'histoire. Et alors, quand on mélange ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la recherche des épaves. Ce qui, dans un premier temps, s'appelle chasse au trésor, et puis quand on a un peu évolué, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus amusant de comprendre ce qu'on fait et de tirer des objets qu'on trouve, tout le message qu'ils nous apportent, que de remonter simplement des objets tout seuls. Votre toute première plongée, peut-être trésor trouvé, Robert Sénuy, vous en souvenez ? Les premières plongées, c'était dans la baie de Vigo, à la recherche d'une... C'est où ça ? C'est en Galice, sur la côte ouest de l'Espagne, une flotta espagnole complètement détruite ou prise par une escadre anglo-hollandaise. Nous avons trouvé là, j'avais 19 ans je crois, nous avons trouvé là pas mal d'épaves, mais complètement envasées, et nous n'étions pas du tout qualifiés pour remuer des milliers de mètres cubes de vase. Donc ça, j'ai appris le métier. Mais la première découverte, pour revenir à votre question, la première découverte sérieuse, c'était une galeasse de l'invincible Armada, la Girona, sur la côte de l'Ulster. Alors vous racontez l'histoire de la découverte de cette épave dans votre livre Trésor des mers, l'histoire engloutie aux éditions du Trésor. Qu'est-ce qu'elle faisait cette Girona à cet endroit ? Eh bien, c'est qu'elle faisait. Elle avait essayé, comme les 130 navires de la flotte du duc de Medina Sidonia, de conquérir l'Angleterre, tout simplement, pour renverser Élisabeth Ier, qui avait tous les défauts du monde. D'abord, elle était protestante, et puis elle détestait les Espagnols. Et puis, elle avait des bateaux qui avaient l'habitude de capturer les galions espagnols, etc. Et donc, il fallait abattre la reine. Et pour ça, Philippe II avait rassemblé une flotte de 130 navires. C'est une longue histoire, l'histoire d'un désastre. Plus de la moitié des navires ne sont jamais rentrés. Et ce navire-là, une galeasse de l'escadre de Gênes, s'est trouvé à un moment donné au cours de la retraite par le nord, c'est-à-dire autour des îles Shetland. Imaginez ça à l'automne. Elle s'est trouvée dans la baie de Killybegs, sur la côte ouest de l'Irlande, avec les équipages de 5 autres navires naufragés. Donc les équipages et les richesses de 5 navires. Vous l'avez dit. Donc c'est pour ça que j'ai considéré que ce bateau était un concentré de trésors et un concentré d'histoire. Je me suis jeté sur la recherche. Parce que vous ne saviez pas où il était, en fait, finalement. Vous l'avez découvert en lisant, c'est ça, l'histoire de cette armada. Et vous avez découvert ce bateau, la Girona, et vous avez dit, faut que j'aille le trouver, finalement, ce bateau. C'est ça ? Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut d'abord trouver l'épave sur papier. Donc dans des documents originaux, sinon on perd son temps. Et ensuite, quand on croit savoir où elle est, on va la chercher sous la mer. Vous avez eu du mal à la trouver, cette Girona ? Non, parce que d'une part, j'avais
déjà bien fait mon travail, même si ce que je faisais s'appelait pas encore vraiment de la recherche à l'époque, c'était document de deuxième main. Mais la topographie m'a aidé, parce qu'il y avait une petite baie qui s'appelait Porte Naspagnac, et il y avait la grotte des Espagnols, donc c'était pas tellement difficile. Je comprends pas pourquoi personne n'y est allé avant moi, ça je comprendrais jamais. Vous étiez le premier, on dit un inventeur d'épave, c'est ça, quand on en découvre une. Oui. Qu'est-ce que vous avez remonté comme pièce intéressante pour un historien? Tout d'abord, des objets qui prouvaient qu'il s'agissait bien d'une épave de l'Armada. Ensuite, nous avons fait 2 saisons de recherche financées par mon ami Henri Deleuze, qui n'est plus là malheureusement pour nous écouter, qui était le PDG de la Comex, qui a été le mécène de toutes nos expéditions. Et bon, nous avons retrouvé des milliers de pièces d'or et d'argent, une soixantaine de bijoux somptueux, y compris des chaînes d'or de 2 mètres de long qui pesaient 2 kilos. Puis, en fait, tout ce que ces gens, parce que sur la Girona, il y avait, pour commencer, la crème des gentilshommes aventuriers. Donc, les fils de famille qui s'étaient embarqués pour conquérir la gloire en même temps que l'Angleterre. Ils étaient partis avec toute leur richesse. Mais il fallait bien que lorsqu'ils défileraient à Londres, lorsqu'ils prendraient possession ils étaient coquets. du palais de la reine Elisabeth, il fallait bien qu'ils aient de l'or partout et de beaux vêtements, etc. Alors Robert Sténud, vous avez trouvé toutes ces richesses. Est-ce que vous les avez gardées pour vous ? Pour parader à votre tour à Londres ou ailleurs ? J'aurais pu, parce qu'à l'époque, la législation, qui n'a d'ailleurs pas foncièrement changé, considérait que peu importe qu'il s'agisse de la récupération d'une cargaison de charbon ou de rails ou d'objets archéologiques, ça appartenait aux découvreurs, faute d'autres propriétaires. Donc vous les avez rendus finalement, c'est ça ? C'est bien ? J'ai vendu l'ensemble de la collection à l'État d'Ulster. Et ça se trouve maintenant dans le musée national d'Ulster, et il ne manque pas une balle d'arquebus. Notre invité, Robert Sténud. Oh, ça va pas mieux, moi, j'aurais peut-être dû me reposer encore aujourd'hui. Non, vous êtes en pleine forme. Il est archéologue sous-marin, et vous savez que c'est aussi le premier homme à avoir vécu sous la mer. Allons bon. À tout de suite dans la curiosité. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Ça y est, on est parti en expédition. Notre Indiana Jones s'appelle Robert Sténud, il est archéologue sous-marin, il nous a prêté des palmes ou peut-être un scaphandre aussi pour plonger au fond des océans à la recherche de trésors engloutis. Vous avez aussi à votre actif, Robert Sténud, un record incroyable, celui d'avoir été le premier homme à vivre sous la mer. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si on doit travailler en eau profonde, il y a 2 possibilités. Ou bien on fait une plongée en partant de la surface, on travaille une demi-heure ou 10 minutes selon la profondeur et on remonte au prix d'une très longue décompression qui peut durer des heures et qui n'est jamais sans danger. Deuxième possibilité, et ça c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai eu la chance d'être le plongeur d'Edling qui avait pas inventé, mais qui a été le premier à mettre en œuvre le projet Man in the Sea. Donc j'ai été l'homme dans la mer, c'est ça ? L'homme dans la mer, ce qu'on appelle depuis des aquanautes. Donc j'ai été, si vous voulez, le premier aquanaute il y a quelques années de ça. Et ça consistait en fait à aller vivre sous la pression du fond, 1 jour, 2 jours, 3 semaines, peu importe, parce qu'une fois que l'organisme est saturé en gaz dissous, il ne peut plus en accepter davantage par définition, c'est la saturation. Donc c'est la plongée en saturation. Donc la première expérience, c'est combien d'heures et à quelle profondeur ? La première, c'était 25 heures à 62 mètres en baie de Villefranche, ce qui n'avait jamais été fait. Et la deuxième plongée aux Bahamas, avec le concours de la marine américaine, c'était 48 heures à 130 mètres. Mais vous étiez dans quoi ouais. Dans une petite maison sous-marine, ça ressemblait à quoi ? Exactement. C'était en fait une de ces grosses bouées que les navires emploient pour se défendre des chocs le long des quais, donc des défenses, et à laquelle on avait ménagé une entrée en dessous.
Puisque, évidemment, c'est le principe de la cloche à plongeur. Une fois que cette maison, si vous voulez, ou tente, ou ce boudin de caoutchouc est rempli soit d'air, soit d'un mélange d'oxyhélium, ce qui était le cas, c'est le principe de la cloche à plongeur. L'eau ne monte pas. Alors on peut entrer et sortir à volonté. Mais quelle était l'ambition, l'enjeu de cette plongée comme ça, de vivre sous l'eau pendant plusieurs heures et plusieurs jours? Robert Stenuy, c'était quoi? D'apprendre à vivre sous l'eau on imagine que l'homme pourrait un jour vivre sous l'eau. C'était ça l'expérience? Oui, exactement. Dans mon cas, c'était prouvé ce qui avait été prouvé et ce que j'avais revérifié moi-même en caisson, c'est que l'homme peut très bien être saturé jusqu'à une profondeur qui n'est pas encore absolument connue dans ses limites pendant un temps au moins de plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis, au lieu de perdre après chaque plongée des heures en décompression, il perd entre guillemets 2 jours de désaturation, mais le rapport entre le temps perdu en désaturation et le temps efficace de travail est énormément favorable. Ce doit être oppressant, non, d'être sous l'eau. Qu'est-ce que vous avez ressenti ces heures sous l'eau? Parce que c'est des heures comptées, l'oxygène manque peu à peu, donc c'est le stress qui envahit? Non, l'oxygène, bien sûr, ne manque jamais. Je respire un mélange d'hélium, qui est un gaz léger, donc qui n'a pas d'action narcotique, contrairement à l'azote. Vous ne devenez pas zinzin, quoi, en gros? J'étais donc pas dans un demi-coma, j'étais pas sous, pas ivre comme l'azote le donne, parce que le CO2 ne s'évapore plus. Mais l'impression, c'était aucune impression particulière, j'étais tout à fait à l'aise, à la même pression. Mais vous faisiez quoi? Je passais de l'air à l'eau, et du gaz à l'eau et de l'eau à l'air sans... Je vais vous poser une question idiote. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas la radio, on ne pouvait pas écouter RTL. Vous faisiez quoi? RTL m'a beaucoup manqué. Et surtout Thomas Hugues. Vous faisiez quoi? Vous alliez explorer les fonds marins? L'idée consistait, c'est ce qu'on a fait, à simuler toutes sortes de travaux. D'accord. Donc on vivait, on mangeait, on dormait mal, enfin parce que le cachette était étroite, dans la maison sous la mer. Et puis on sortait, on simulait les travaux qu'il fallait, etc. Donc on a prouvé qu'on peut facilement, qu'on peut vivre et travailler sous la mer longtemps. Et être un aquanaute, c'est le mot que nous avons appris, c'est ça? C'est ça. C'est un aquanaute. Oui. Et des trésors, on va continuer d'en découvrir oui, avec sous plaisir. l'eau. Vous êtes capable, vous, Thomas, de rester quelques jours comme ça? Vous en avez inventé combien de trésors? 17, je crois. 17. Oui, 17. Vous nous en avez parlé que d'un, donc il en reste 16 à découvrir. Restez avec nous sur RTL. Soyez fiers d'être curieux avec RTL. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. La curiosité est un vilain défaut. La fortune sera-t-elle encore de son côté pour trouver le Mékong? RTL. Les bijoux et les rubis de la Girona avaient ici le chercheur inconnu d'alors au sommet de la confrérie très fermée des chasseurs de trésors. D'autres découvertes, des publications et des livres ont suivi. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La Girona, le Mékong, ça fait partie des trésors que notre invité Robert Stenuy, archéologue sous-marin, a trouvé en plongeant, en lisant, en s'intéressant à l'histoire du monde. Mais aussi, vous avez trouvé un trésor qui se nomme, j'adore le nom, c'est une promesse de bonheur, j'espère que ça a été le cas, Notre-Dame des Merveilles. C'est un navire dont vous avez retrouvé la trace aux Bahamas, c'est ça? Oui, Nuestra Señora de las Maravillas. C'est le nom... Pardon, je l'avais pas en espagnol. Oui, c'est le nom d'une almiranta, c'est-à-dire le vaisseau de l'amiral qui est le deuxième en charge d'une flotta. Péri en 1656 sur le petit banc des Bahamas, et avec un trésor inépuisable. C'est une histoire incroyable en ce sens que dès le lendemain, l'année après le naufrage, les Espagnols ont commencé les recherches avec des cloches à plongeurs et des plongeurs individuels. Et ils ont remonté, comme d'habitude, beaucoup plus que tout ce qu'il y avait à bord, parce que, quand je dis plus que tout ce qu'il y avait à bord, je veux dire que tout ce qu'il y avait à bord officiellement. Parce qu'il y avait il y avait des trésors cachés, il y avait le trésor officiel et le trésor caché du bateau, c'est ça? Sur toutes les épaves espagnoles qu'on retrouve, on trouve 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et dans un cas, j'ai calculé qu'il y avait 11 fois autant de trésors à bord qu'il y en avait sur le manifeste.
Le manifeste, c'est le papier qui annonce ce qu'il y a sur le bateau, c'est ça? Officiellement. D'accord. Et sur lequel on paye une taxe, on paye la veria, etc. Mais alors vous arrivez des siècles plus tard. Qu'est-ce qui reste encore à trouver dans cette épave? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement les Espagnols y avaient travaillé, mais tous les chercheurs de trésors des Bermudes, des Bahamas, d'Amérique et d'Angleterre, ils étaient succédés, s'étaient battus dessus pendant des siècles. Pratiquement, il n'y a pas eu un été où on n'y a pas travaillé, sauf peut-être pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis l'épave a été retrouvée par Bob Marks, qui est un flamboyant chercheur de trésors américain. Et il a encore remonté, je ne sais pas combien, 10 tonnes de lingots d'argent et des paquets de bijoux, etc. Et puis un jour, mon ami Herbert Humphrey y est allé. Et il m'a invité à venir travailler avec lui. Un autre archéologue sous-marin? Oui, américain. Et alors, avec lui, j'ai continué la recherche et j'ai continué à trouver des lingots d'or. J'ai eu la chance d'être là, par exemple, un jour où, avec des détecteurs de métaux, on a trouvé 8 lingots d'or, dont un de 13 kilos. Contrebande absolue, il n'y avait pas une seule marque dessus. Sur les lingots exportés officiellement, il y a tous les cachets, il y a la date, il y a les initiales de l'assailleur, le propriétaire, etc. Mais si on comprend bien, Robert Sténud, vous êtes archéologue sous-marin, vous êtes succédé sur cette épave de Notre-Dame des Merveilles. Ça veut dire que n'importe qui, finalement, peut plonger, et puis, s'il plonge bien, évidemment, et s'il arrive à remonter des lingots, des bijoux, et puis partir avec? C'est ce qui s'est passé pendant 3 siècles. Maintenant, en principe, il faudrait avoir un permis du Commonwealth des Bahamas. Non, pardon, ils sont indépendants maintenant. Non, du gouvernement des Bahamas, ce que Herbert Humphrey avait. Mais la plupart des autres, ils y allaient comme tranquillement. Et vous l'avez fait comme ça aussi, j'imagine, à la fraîche? Non. Moi, je plongeais sous le couvert du permis officiel du gouvernement des Bahamas, obtenu par mon ami. Dans la légalité. Nous voilà rassurés. Robert Sténud, vous racontez ses aventures dans un livre publié aux éditions du Trésor. Trésor des mers, l'histoire engloutie. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 81. 81, vous plongez encore? Oui. Et vous allez encore trouver... Est-ce qu'il y a encore des trésors accessibles sur lesquels vous travaillez? Vous faites des recherches archéologiques pour pouvoir ensuite plonger? Il y en a de moins en moins. Ce n'est pas entièrement ma faute. Moi, j'en ai trouvé que 17, comme je vous disais. Mais d'autres ont suivi mon exemple. Mais il y a autre chose aussi, c'est que non seulement, si vous voulez, les cibles sont de plus en plus rares, mais il y a aussi le fait que je travaille beaucoup maintenant pour... c'est une autre histoire. Pour des gens qui cherchent des épaves très profondes, jusqu'à 5000 mètres de fond. Qui sont ces gens? C'est des Ce sont passionnés? des sociétés internationales qui cherchent des cargaisons de cuivre ou d'étain ou d'or ou d'argent. Par exemple, j'ai un ami dont je préfère ne pas citer le nom parce qu'il aime la discrétion. C'est une petite violette dans la profession. C'est quoi une petite violette? Oula, il y a un message caché. Il est discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Bon. Eh bien, il a remonté, par exemple, 80% d'une cargaison de 100 tonnes d'argent. Qui était très profond? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, 5150 mètres, ce qui est un record du monde. Ça veut dire qu'avant, il y avait pas mal de passionnés qui faisaient ça, comme vous, Robert Sténud, et puis il y a aussi maintenant des sociétés qui s'intéressent, parce que c'est une vraie manne financière? Pas de la manière dont je travaille, mais de la manière dont eux travaillent. Le plus souvent, oui. Mais eux aussi, il y a 4 épaves que j'ai cherchées, dont une pendant 1 an et demi, sans la trouver. Et eux, ça leur arrive aussi. Dans un instant, on va raconter la découverte d'un autre de vos trésors. C'est le Mékong. On va savoir pourquoi il s'appelle comme ça. Direction la Somalie. Et vous avez pris beaucoup de risques, Robert Sténud. À tout de suite. Vous écoutez RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL. On rêve tous de trouver des trésors. Notre invité, lui, il le fait. Et depuis plusieurs décennies, Robert Sténud, vous êtes archéologue sous-marin. Et on va raconter maintenant l'une des recherches de trésors peut-être les plus périlleuses que vous ayez menées. Ah non, il y a pire apparemment. Oui, c'est dans les eaux somaliennes. Alors peut-être que je dis ça parce qu'aujourd'hui, quand on dit Somalie, on pense pirates, on pense détournement, on pense danger. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque quand vous avez plongé là-bas? J'avais reçu tout le monde m'avait dit n'y d'aller surtout pas. Donc j'y suis allé. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Oui. Comment? Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas, Robert Sténud? Mais
la collection du docteur Maurice. Le docteur Maurice était un pharmacien de la marine, un homme de science comme on en avait au 19e siècle. Et il était médecin du consulat de France à Tinaï, qui était le premier établissement français dans la NAM. Nous sommes au temps de la Cochinchine. Hein. Et il est arrivé là, il s'est intéressé à tout, et notamment à l'archéologie et aux calans locaux. Les calans, ce sont les tours des temples des Chams. Les Chams, donc la population de Champa, depuis le IIIe siècle jusqu'au XIVe, puis ils ont été exterminés par les Chinois venus du nord et les Viets venus du sud. Et un jour, l'un de ces bateaux a fait naufrage ? Et alors, il a réussi à obtenir des pierres sculptées splendides, dont il a fait une collection. Il a envoyé ça en 2 épisodes en France, à Lyon, et le 2e bateau a fait naufrage sur la côte de Somalie en 1877, je crois. Enfin, quelques années après l'ouverture du canal de Suez. Et un grand nombre de navires qui ont été les premiers à prendre le canal de Suez en venant de l'Est, parce que le Mekong faisait la ligne de l'Extrême-Orient. Il avait fait une escale à Saïgon où il avait chargé les statues. Je dis statues, ce sont des pierres sculptées, ce sont des pierres en ronde bosse. Eh bien, ce navire a confondu le cap Chenarif, qui est l'entrée sud du détroit de Bab el-Mandeb qui mène à la mer Rouge, avec... Pour un bon cours de géographie avec vous, Voilà, vous nous emmenez loin. Il a pris plutôt le cap Guardafoui pour le cap Chenarif. Bon, donc il s'est perdu. Et donc le bateau a fait naufrage. Pardon, mais moi je suis fasciné par le trésor. Et donc, comment vous trouvez la trace d'abord de cette histoire et du bateau? Parce qu'il faut le localiser. Mais toujours la même chose dans les archives. Enfin, Thomas. Ça a l'air facile quand vous dites ça. Les archives des messageries maritimes. Et les archives des établissements anglais à Aden, en face, parce que c'est Aden qui contrôlait la Somalie. Et la porte, donc le gouvernement turc n'avait une autorité de papier. Alors on a ce bateau, le Mékong, que vous retrouvez, vous êtes archéologue, Robert Stenhuy, et là il faut plonger. Est-ce que la plongée est facile déjà? Vous y allez seul? C'est facile en ce sens que c'est pas profond. C'est pas facile en ce sens que c'est une côte très exposée, même en dehors des saisons des moussons. Exposé, ça veut dire que c'est venté? Oui, oui. Ouais. Et c'est pas facile parce que il y avait 6 grosses épaves en ferraille, toutes complètement démolies. Et c'est la dernière que j'ai trouvée, heureusement, parce que je savais, grâce à la recherche, qu'elle avait une proue droite. Et que l'arche sous laquelle se trouvait l'hélice était en forme d'arc roman. Donc là, c'est assez rare. Et grâce à ces deux choses-là, j'ai pu identifier l'épave. Mais je reviens à la sécurité. Les pirates dont on parlait tout à l'heure, on vous a dit n'y allez pas. Forcément, ça vous donne envie d'y aller. Est-ce que vous étiez protégé? Et si oui, par qui? Nous avions 40 hommes et 2 officiers à terre et un navire équipé de 30 porteurs de Kalachnikov et d'une mitrailleuse antiaérienne de la Deuxième Guerre mondiale qui nous surveillait. Vous étiez protégé ou en danger, Robert Stenhuy, pour bien comprendre? C'est-à-dire, il était censé nous protéger, mais le canon était dirigé sur nous en permanence. C'est-à-dire que c'était quoi pardon, je vous interromps, c'était les autorités somaliennes qui avaient mis ces forces à disposition? Oui. Oui. Et donc l'autorité des territoires du Nord-Est. D'accord. Et ils attendaient quoi? Que vous remontiez le trésor pour le récupérer, c'est ça? Les pierres ne les intéressaient évidemment pas, mais ils n'ont jamais cru une minute, je crois, qu'on allait chercher des vieilles pierres. Ils étaient persuadés qu'il y avait un gros paquet d'or dans le bateau, ce qui avait été vrai. Mais leurs ancêtres les avaient déjà piratés. Ça, je l'ai appris aussi dans ma recherche. Quand vous plongez comme ça, Robert Stenhuy, et notamment sur le Mékong dans les eaux somaliennes, vous êtes seul ou vous avez une équipe de plongeurs avec vous? Mais j'ai fondé un groupe qui s'appelle le GRASP, groupe de recherche archéologique sous-marine post-médiévale, il y a bien longtemps. Oui. Et nous sommes une petite équipe de dépendants, financée le plus souvent par Henri Deleuze. Dans ce cas-là, c'était des Américains. Et donc, j'ai toujours avec moi un groupe de 5 ou 6 plongeurs, un chimiste pour la conservation des objets, des électroniciens, parce que je suis nul en électronique, etc. On peut pas être bon partout, hein. Dans votre livre Trésor des mers, l'histoire engloutie, aux éditions du Trésor, vous racontez, Robert Stenhuy, qu'il a fallu dynamiter, faire exploser cette épave pour bien travailler. Comment ça s'est passé? Pour ouvrir le pont. Oui. Parce qu'elle était couchée, enfin, elle était
Toute la partie arrière avait disparu, mais les cales 1, 2 et 3 étaient encore écroulées sur elles-mêmes. Si vous voyez les images d'un tremblement de terre au Népal avec les étages, c'est à peu près la même chose. Donc il a fait ouvrir les ponts avec un cordon de dynamite pour aller voir en dessous et trouver les statues. Est-ce qu'il y avait beaucoup de poissons? Tiens, est-ce que c'est poissonneux cette zone-là? Extrêmement poissonneux. Mais nous prenions la précaution de nous assurer qu'il n'y avait pas d'eau fer aux environs avant de dynamite. Avant de dynamite. Vous avez de la dynamite avec vous, Robert Sténuy, vous êtes archéologue sous-marin. Alors, de la dynamite, mais aussi un magnétomètre. C'est ce que j'ai appris en lisant Trésor des mers, l'histoire engloutie aux éditions du Trésor. C'est quoi ça? C'est un appareil qui mesure les perturbations amenées au champ magnétique terrestre normal par la présence d'objets métalliques, d'objets ferreux. Donc ça veut dire que vous avez, parce que là vous alliez à la recherche de sculptures, c'est ça, de pierres taillées. À quoi ça vous a servi finalement? Bien, trouver l'épave en fer dans laquelle elle se trouvait. C'est pour trouver l'épave, très bien. Et des statues, vous en avez remonté beaucoup? 19. Elles étaient belles? Sur 20, splendides. D'ailleurs, il y a 2-3 photos dans le livre que je vous recommande. Décrivez-nous une des statues pour qu'on imagine. Il y en a eu. Elle a des laisseries qui est splendide. Et en plus de ça, j'ai retrouvé son modèle parce que dans un restaurant de la région, j'ai retrouvé une petite serveuse qui était le portrait craché de cette statue. Et c'est vrai que dans votre livre, on voit ce visage qui surgit là à travers le temps, l'histoire, les siècles. Ça doit être très émouvant. Oui, mais la plus émouvante, à part la jolie petite jeune fille, pour moi, c'est un orang, parce qu'il a un visage qui respire une sérénité qu'on ne voit pas chez nous. Enfin, c'est quoi une sérénité orientale, c'est extraordinaire. C'est quoi un orang? C'est un homme en prière. Un homme en prière. Robert Sténuy, votre fille, on l'a reçue dans notre émission, dans La Curiosité déjà, elle est aussi archéologue sous-marin. Elle était venue nous parler des femmes pirates, Thomas. Oui, Marie-Ève Sténuy. Exactement, vous l'avez initiée dès son plus jeune âge à votre passion? Dès l'âge de, je ne sais plus, moi, 14 ou 15 ans, elle commençait à plonger. Et depuis, elle est de toutes nos expéditions. Ah, vous plongez ensemble? Mais bien sûr. Et la prochaine expédition, c'est quoi? Eh bien, j'aimerais pouvoir vous répondre. Mais c'est un secret peut-être. Dans mes rêves, c'est la recherche d'une statue perdue. Mais il y a des années, il y a 20 ans que je travaille et je n'ai pas encore trouvé exactement l'endroit où elle est. Eh ben, on vous souhaite de trouver cette statue perdue. Merci beaucoup, Robert Sténuy. C'était passionnant de partager comme ça avec vous certains de vos trésors inventés, puisque c'est comme ça qu'on dit. Votre livre Trésor des mers, l'histoire engloutie est publié aux éditions du Trésor. Vous écoutez RTL.